Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Alliance française de Bangkok. Chère Bérangère Maréchal, merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour cette conférence sur l'animisme. On est très content de vous accueillir parce que d'une part, vous êtes l'ancienne présidente de Bangkok Accueil, une association avec laquelle nous travaillons régulièrement, et je salue ici sa présidente Céline qui est parmi nous, et peut-être rappeler d'ailleurs que les liens entre l'Alliance française et on va dire le tissu associatif ou de volontariat en Thaïlande est fort et continue de se développer, puisque nous inaugurerons le 7 juin un bureau des associations où notamment Bangkok Accueil sera représenté. Donc tout ce qui est du domaine à la fois du volontariat, de l'engagement citoyen nous importe, et ce que vous faites en tant que guide nous importe encore plus, parce que vous mêlez finalement le volontariat, l'action civique avec la culture, et c'est un lieu de culture ici l'Alliance française. Alors la conférence sur l'animisme, j'ai plein de gens autour de moi on avait prévu de faire ça, je tiens à le dire quand même, à la médiathèque, et on s'est dit en fait il y a trop de monde qui veut être présent, donc on va le faire à l'auditorium. Et donc c'était une très bonne surprise de constater qu'il y avait autant de personnes qui étaient inscrites pour cette conférence, autant d'âmes finalement. Et l'animisme, c'est quoi ? C'est l'âme en fait, justement. C'est comment par la pensée ou autre chose, on décrète que tel objet ou que tel lieu peut être pourvu d'une âme. On peut y investir des énergies et des croyances qui ne sont pas les nôtres. Et quand nous, Français, francophones, on se balade dans ce pays, on s'est tous sans doute posé des tas de questions sur tous les objets qui nous entouraient, sans forcément très bien comprendre pourquoi ils étaient vénérés. Et vous allez nous donner les clés de lecture de tout cela. Et encore merci de cette conférence qui est vraiment très précieuse. Je voudrais aussi rappeler que vous êtes évidemment guide au Musée national de Bangkok. Vous faites partie de ces guides francophones, et que c'est une chance aussi d'avoir des guides francophones qui peuvent donc permettre de découvrir la culture thaïlandaise pour les étrangers que nous sommes en ce pays, pour la plupart d'entre nous. Et donc je vous invite également à découvrir en fait les visites du Musée national avec une guide francophone. C'est quand même une grande chance. Et puis vous donner rendez-vous pour les prochains événements de l'Alliance française. Notamment, nous aurons l'avant-première du film Astérix, la dernière version du film d'Astérix, qui sera projetée à l'Alliance française le 31 mai. Donc notez dans vos agendas, et on aura une autre projection publique, voire deux, les dimanches qui suivent. Donc venez nombreux pour ce film. Et enfin, sachez que la conférence est filmée aujourd'hui, et qu'elle sera donc disponible sur le site internet de l'Alliance française, sur la page YouTube et sur Facebook. Donc vous pourrez la revoir et la transmettre à vos amis. Encore merci, chère Bérangère. Je vous laisse le micro. Oui, vous l'avez sinon ici. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci Sylvain. Alors, je vais lancer la présentation. Ça se lance tout seul. Ah, voilà. C'est parfait, ça marche. Alors, bonsoir à vous tous. C'est un immense plaisir de vous avoir aussi nombreux ce soir. Je suis agréablement surprise de voir qu'il y a autant d'engouement autour de l'animisme. Donc, un grand merci à tous ceux qui sont venus m'encourager, à mes amis, à tous ceux de la formation Erawan aussi qui sont là, à ceux qui font partie du musée, et aussi aux personnes que je ne connais pas forcément et qui ont fait le déplacement ce soir pour faire ce beau voyage, cette invitation au voyage, un voyage extraordinaire, un voyage hors du temps, hors du commun, un voyage dans le monde des esprits. Eh bien oui, en Thaïlande, il y a énormément d'esprits. Vous avez des esprits neutres, des esprits favorables, des esprits protecteurs, des esprits nocifs, toxiques. Vous avez des esprits des ancêtres, vous avez des divinités, vous avez des déesses et des gardiens. Donc ça fait effectivement beaucoup de monde qui nous entoure, et parfois on n'en a pas toujours la perception et on n'a pas l'œil toujours aguerri pour pouvoir se rendre compte de cette culture animiste qui est très présente en Thaïlande. Donc au cours de ce voyage qui durera 1h30,
On va tout d'abord, je vais vous définir ce qu'est l'animisme dans un premier temps. Puis ensuite, je vais vous parler des représentations animistes en Thaïlande au travers des maisons aux esprits, des arbres aux esprits et toutes les protections, les amulettes, tatouages sacrés, palatkik, etc. Et en troisième partie, on parlera des superstitions de tous les esprits et de quelques fêtes animistes. Donc la définition de l'animisme, qu'est-ce que c'est que l'animisme? Eh bien, ça vient du latin anima, ça signifie l'âme. Donc l'âme, c'est un souffle vital qui est indestructible. La définition que vous pourrez trouver partout d'ailleurs, il s'agit de croyance en un esprit, une force vitale qui anime les êtres vivants, objets, éléments naturels et les génies protecteurs. Donc on peut distinguer 3 catégories d'esprits. Donc les esprits associés à la nature, donc là on entend les esprits de la forêt, des bosquets, du village en ruine, du ruisseau, de la rizière, tout ce qui nous entoure. Les esprits des ancêtres, donc ce sont les esprits des personnes qui ont fait partie de votre famille depuis des générations et qui sont toujours là parmi nous, parmi vous, et des divinités. Donc on a des dieux hindouistes, on a des déesses et on a aussi des gardiens. Donc l'animisme, ce qui caractérise l'animisme, il s'agit de croyances primitives. Donc il s'agit d'un héritage culturel, donc principalement une transmission qui est faite à l'oral, qui peut être chantée ou qui peut être racontée. Et surtout, ce qui marque l'animisme, c'est son absence d'écriture. Donc ce qu'on entend par animisme, donc c'est un mot qui peut être un peu fourre-tout maintenant. On entend par animisme toutes ces croyances primitives allant du totémisme, fétichisme, le culte vaudou, le chamanisme et le culte des ancêtres. Donc ici, je vous les ai mentionnés, ce sont ces croyances qu'on retrouve ici en Asie du Sud-Est. Donc quelles sont les origines de l'animisme? Il faut remonter très loin, il faut remonter à la préhistoire, donc plus de 100 000 ans. Ce sont les premières croyances, donc les plus anciennes, avant l'arrivée du polythéisme et du monothéisme. Donc en fait, à cette période, on avait déjà une conscience qu'il y avait peut-être un être supérieur, donc un Dieu inaccessible. Il était beaucoup plus pratique de parler à des âmes, des génies et des ancêtres, et qui servaient donc d'intermédiaire. Alors l'animisme, c'est un terme qui est apparu grâce à un anthropologue britannique qui s'appelle Edward Taylor. Donc Edward Taylor, il a écrit un livre qui s'appelle Primitive Culture en 1871. Et dans son livre, il a écrit et défini l'animisme. Donc c'est lui qui a créé, qui est à l'origine de ce terme. Donc il a créé un sens général, à savoir il s'agit d'un regroupement de croyances primitives et aussi cette croyance aux âmes et aux esprits. Et dans sa théorie, donc, c'est l'origine des religions, donc, croyance aux esprits, culte des esprits et des ancêtres. Puis ensuite, on est passé à une religion avec des divinités supérieures, le polythéisme, pour ensuite arriver au monothéisme. Donc, quelques temps plus tard, nous avons un autre anthropologue. Donc, il s'agit ici de Philippe Descola, donc c'est un anthropologue français. Il a écrit un autre livre aussi, c'est beaucoup imprégné de la culture primitive, et il a imprimé un livre publié un livre qui s'appelle Par-delà nature et culture, en 2005. Et lui, il va redéfinir cette notion d'animisme. Donc pour Philippe Descola, il s'agit de détecter chez les non-humains une intériorité humaine. C'est-à-dire que tous les objets qui vous entourent, les personnages qui vous entourent, des animaux, des objets de la nature, ont une âme. Et que l'être humain peut ainsi communiquer avec l'entourage. Donc c'est cette force qu'a redéfinie donc Philippe Descola. Donc après, on peut s'interroger, se demander, peut-on parler d'une religion animiste? Souvent, quand on fait des recherches sur les religions, on voit apparaître le terme d'animisme. Et donc dans mes recherches, effectivement, l'animisme, comme je vous l'ai dit précédemment, il s'agit de croyances primitives, populaires, indigènes, traditionnelles, un héritage culturel. Ce sont des expériences vécues, transmises à l'oral ou chantées dans certaines tribus. Il s'agit de rituels collectifs. Donc là, il n'y a pas d'écrit
Et on ne remet pas en question en fait l'animisme. On ne se pose pas la question est-ce que j'y crois ou pas. C'est un héritage, c'est comme ça, c'est un fait. Ce qui distingue effectivement des religions universalistes, donc ce sont les religions avec des textes sacrés, hein, le christianisme, le bouddhisme, l'islam, etc. Donc ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les religions ont tendance à condamner l'animisme. Donc dans la religion chrétienne, il est dit que Dieu a créé de l'étoile jusqu'au dernier petit grain de sable sur la plage. Il n'y a pas d'esprit dans tout cela, il y a bien un seul et unique Dieu. Et même dans le bouddhisme Theravada, c'est le bouddhisme du petit véhicule qu'on rencontre en Asie du Sud-Est, c'est condamnable aussi. Donc toutes les pratiques magiques, hein, avec les consultations de médiums, astrologues, consultations de chamans, etc., sont considérées comme des sciences bestiales. Et tous les profits réalisés donc, de ces pratiques sont considérés comme des mauvaises façons de vivre. Donc voici un petit peu un aperçu des religions en Thaïlande. Donc effectivement, sans grande surprise, on retrouve le bouddhisme à presque 90% de la population, suivi de la religion musulmane, donc dans les environs de 6%. Et en troisième position, on a les animistes. Donc là, on parle d'animisme pur, hein, pas de mélange de bouddhisme, d'animisme. Donc on les estime à 1,5 million. Donc on retrouve principalement les animistes purs et durs dans les tribus. Donc les tribus en Thaïlande, ça représente environ 650 000 personnes. On peut distinguer 38 ethnies et minorités qui sont divisées en 5 sous-groupes. Donc on a les Hmong, les Karen, les Lahu, les Lisu et les Hakka. On va les retrouver donc à la frontière birmane ou à la frontière du Laos ici. Donc toutes ces tribus vont cultiver l'animisme en fait. Donc parfois certaines tribus vont pouvoir mixer deux religions, chrétiennes ou animistes. Ils vont croire en certaines divinités qui leur sont propres. Donc chaque tribu a sa propre croyance en fait. Et je suis rentrée moi plutôt dans le cœur du sujet, à savoir ce qui m'interpellait le plus, c'est d'essayer de comprendre davantage ce savant mélange de bouddhisme et d'animisme en Thaïlande. Donc, en fait, ces deux croyances et religions se mêlent parfaitement parce qu'il y a une séparation de rôles. L'un n'empiète pas sur l'autre. Il s'agit donc, les croyances premières en Thaïlande, il s'agissait bien de l'animisme, de cette croyance dans ce qu'on appelle les seigneurs du lieu, les Chaoti ou les Prapum, les seigneurs de la terre. Et ensuite, avec le royaume Dvaravati, il y a eu une diffusion du bouddhisme et de l'hindouisme aussi. Donc c'est arrivé entre le 6e et le 11e siècle. Et donc ils ont su composer avec ces esprits qui existaient depuis l'origine. Donc ce qu'il faut arriver à comprendre aussi, c'est que le bouddhisme vise en fait à chercher à guérir, à parvenir à guérir la souffrance. Donc c'est le but ultime du bouddhisme, c'est d'arriver à mettre fin à la souffrance. Donc c'est plutôt un cheminement vers une vie future. Donc dans le bouddhisme, on croit au cycle des renaissances, du samsara. Donc l'idée, c'est d'acquérir un maximum de mérite pour plus tard pouvoir avoir une vie meilleure et une renaissance meilleure. Donc jusqu'à effectivement essayer d'accéder jusqu'au nirvana. Donc c'est l'extinction complète. Et donc, non, ça n'empiète absolument pas sur l'animisme, puisqu'il s'agit d'une satisfaction présente. Donc, on a un problème à un moment X, un problème de santé, d'amour, de travail, d'argent. Donc là, on va consulter les esprits. Ce sont les esprits qui vont nous venir en aide. Et il y a une parfaite tolérance du bouddhisme et de l'animisme qui se reflète d'ailleurs dans cette photo que j'ai prise au Wat Nak Prok, qui se situe du côté de Thonburi, de l'autre côté de la Chao Phraya, donc, où on peut retrouver ici, donc nous avons notre Bouddha historique qui est protégé par le Naga Mukhalinda, et juste devant lui, on a un moine qui porte un bol à aumône et il tient dans les bras une déesse qu'on verra tout à l'heure, c'est la déesse de l'arbre.
Donc on a ce savant mélange et qui marque bien, qui du coup démarque bien cette acceptation du bouddhisme et de l'animisme. Alors maintenant, on va venir aux représentations animistes en Thaïlande, les maisons aux esprits. Donc ça, c'est ce qui m'a le plus surprise quand je suis arrivée en Thaïlande et je n'arrivais pas forcément à comprendre. C'est tous ces petits personnages dans ces maisons, à quoi ça servait, etc. Donc voilà, j'ai mené ma petite enquête pour essayer de découvrir, de percer certains mystères. Alors, qu'est-ce que les maisons aux esprits? Donc il s'agit de petits sanctuaires, donc destinés à protéger contre les esprits maléfiques. Donc, à l'intérieur de ces sanctuaires vont abriter des esprits qu'on appelle les prapum, les esprits de la terre, ou des esprits des ancêtres. Donc, ce sont eux qui vont protéger contre l'arrivée d'esprits maléfiques qu'on appelle les pis. Et ce qu'il faut arriver aussi à enregistrer, c'est qu'il ne s'agit pas de décoration. Donc parfois, on peut être tenté. J'ai déjà entendu des amis qui sont allés à Chatuchak et qui ont vu une très jolie maison aux esprits en teck, qui se sont dit « Ah, c'est joli, je vais le rapporter chez moi, je vais l'installer dans mon jardin, je vais mettre des petits trucs dedans, ça peut être des animaux ou autres. » Et en enquêtant et en rentrant vraiment dans le vif du sujet, on peut vraiment se rendre compte que là, on peut vraiment faire une faute de goût. Et d'autres personnes ont pu être très surprises lors des déménagements, que les déménageurs thaïs jamais ne toucheront à la maison aux esprits qui aura été installée par vos soins, donc pas du tout dans le bon process, avec la bonne cérémonie, etc. Donc en fait, qui sont ces esprits? Donc ce sont les esprits de la terre. Donc ces esprits de la terre, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut arriver à imaginer, c'est quand vous achetez un terrain, donc vous allez déloger les esprits de la terre. Et avant de creuser le premier coup de pelle pour construire votre maison, il va falloir reloger dignement ces esprits. Donc pouvoir leur fabriquer un abri, donc un sanctuaire pour les reloger, mais on ne va pas le faire n'importe comment. Il y a vraiment des conditions, des règles à respecter. On ne peut absolument pas faire n'importe quoi avec les maisons aux esprits. Il y en a de différentes sortes et je vais vous apprendre à les reconnaître. On verra ensemble les maisons aux esprits qui abritent des divinités hindouistes, Brahma et Ganesh. On verra aussi les sanctuaires pour les seigneurs de la terre, les sanctuaires destinés pour les maisons des ancêtres. Et il existe aussi, donc plutôt dans le nord-est de la Thaïlande, cette grande région de l'Isan, où là on retrouvera des maisons aux esprits pour des villages entiers. On les appellera les Chao Po ou les Chao Me. Donc voici les premiers sanctuaires, donc sanctuaire de Sanpraprom, c'est comme ça que les Thaïlandais appellent Brahma. Donc Brahma, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier dieu de la Trimurti hindouiste. C'est le dieu créateur de l'univers. Donc on a Brahma, on a Vishnu, le dieu protecteur de l'univers, et Shiva, le dieu destructeur de l'univers. Mais c'est détruire pour mieux reconstruire. Et ce qui est assez extraordinaire en Thaïlande, c'est que c'est plutôt le culte de Brahma qui est omniprésent. Vous le retrouverez à 80% dans ces sanctuaires destinés à accueillir des divinités, alors qu'en Inde, c'est plutôt le culte de Vishnu et de Shiva qui a une énorme importance. Brahma, il y a peut-être 1 ou 2 temples, mais il est beaucoup moins vénéré. Et en Thaïlande, ce n'est pas du tout le cas. Alors, comment distinguer justement ces petits sanctuaires qui abritent ces divinités? Donc ici, nous avons Brahma et juste en dessous, on l'appelle en thaïlandais Sanprapikanet. Donc il s'agit du Ganesh. Donc Ganesh, c'est le fils de Shiva. Donc je viens de vous en parler, donc de Shiva et de Parvati. Donc Ganesh, lui, il a un rôle très important dans sa thématique parce qu'il est protecteur de l'éducation, des arts et du commerce. Donc c'est en me promenant au Moka que j'ai pris cette photo. Donc sans grande surprise, puisqu'il s'agit d'un musée, j'ai trouvé le sanctuaire qui abritait Ganesh, donc sur un pilier unique. Et là, il y a des rubans qui entourent Ganesh et une petite table à offrandes. Donc les personnes vont faire des offrandes journalières à cette divinité hindouiste. Donc on peut voir, on va passer à la slide suivante. Donc ici, c'est le sanctuaire qui abrite les maisons des seigneurs de la terre, des Sanpraprum.
Et vous verrez que ce n'est pas du tout sur le même niveau. Donc les divinités hindouistes seront toujours surélevées par rapport aux seigneurs de la terre. Donc Sanprapum, sanctuaire pour les seigneurs de la terre, on les distingue parce qu'ils sont aussi sur une colonne unique. Et à l'intérieur donc, de ce petit sanctuaire, on pourra voir qu'il y a des personnifications des seigneurs de la terre. Et la personnification qu'on retrouve le plus communément, c'est cette personnification qui protège les maisons et les commerces. Donc, il s'appelle Chayamankol. Il en existe 9 sortes de personnification. On va mettre pour animer et donner de la vie donc dans ce sanctuaire et pour pas que l'esprit se sente tout seul, des petits personnages, des véhicules, donc les zèbres, les chevaux qui vont véhiculer ces esprits, et aussi des danseuses traditionnelles thaï. On va retrouver aussi de nombreux autres personnages. Alors, hop, voilà. Nous voici maintenant dans le sanctuaire qui abrite les ancêtres. On les appelle en thaïlandais les Santayai. Donc Tayai en thaïlandais signifie les grands-parents maternels. Donc ce sont les maisons des ancêtres. Vous arriverez à les distinguer quand vous commencerez à essayer de regarder les maisons aux esprits qui vous entourent. Elles sont assez faciles à reconnaître parce qu'elles ressemblent à des maisons sur pilotis et elles ont 4 piliers. Et elles ont toujours une échelle. Donc j'ai essayé d'interroger certains Thaïlandais. Je me demandais mais pourquoi est-ce qu'il y a une échelle? On dit mais évidemment, il faut bien que l'esprit puisse rentrer et sortir. Donc, effectivement, je comprends mieux. Donc à l'intérieur, quand vous verrez de loin ce petit sanctuaire avec 4 piliers et une échelle, avant même de vous approcher, vous devinerez qu'à l'intérieur, il y aura un vieux monsieur et une vieille dame qui personnaliseront donc les ancêtres, les grands-parents. Donc on va positionner la femme à gauche et l'homme sera passé sur la droite. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on ne faisait pas n'importe quoi avec une installation de maison aux esprits. Il y a des normes vraiment précises à respecter. Donc tout d'abord, il y a une date et une heure propice à respecter en fonction du calendrier lunaire. Donc on va demander à un brahman. Donc ici on voit on voit un brahman habillé en blanc. C'est lui qui va officier les cérémonies. L'orientation de la maison. Donc il faudra qu'elle soit positionnée au nord de la maison, près de la porte principale. Et surtout que son ombre ne doit pas toucher la maison. Et si possible, pas en face de toilettes et pas en face d'une route. Voilà, c'est assez codifié. Et là, donc, nous sommes en mois de mai, donc il faudra éviter d'installer votre maison aux esprits le mercredi, le vendredi et le dimanche. Donc, on va faire la fondation des maisons aux esprits. On va donc creuser les fondations. On va voir le brahman, il va installer des petites tiges en bois qui seront au préalablement bénies à l'intérieur de ces fondations. Et aussi, les futurs habitants vont pouvoir mettre de l'argent, donc on retrouvera des tailles battes, des bijoux, pour aussi partager les richesses avec les esprits. Donc une fois que cette cérémonie, et on aura des mantras qui seront chantés, on va installer donc l'édifice principal, on va installer les petites figurines qui auront été aussi probablement lavées. Et là, la cérémonie va pouvoir commencer. Seront invités la famille, les proches, les forces invisibles, les prapum, les nagas et toutes les forces de la terre. Et là, on va présenter les offrandes. Donc les offrandes, il s'agit d'un culte journalier. Donc on ne se dit pas, ça y est, j'ai mis ma maison aux esprits, je suis tranquille. Non, 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 ça ne se marche pas comme ça. Donc tous les jours, avant 11h du matin, il faut partager sa nourriture. Donc de la nourriture thaï, donc pas mettre une tartine beurrée, ça ne marche pas. J'ai posé la question, mais bon, ça ne marche pas, ni le café non plus. Mais on peut retrouver des fruits, du riz, etc. Et on retrouvera aussi très souvent cette boisson rouge, donc ce Fanta rouge avec une paille. Il y a plusieurs hypothèses, donc chacun aura entendu plusieurs significations symboliques de cette boisson, mais je pense que celle qui est celle qui se rapproche le plus de la vérité, c'est qu'il s'agit de symboliser les sacrifices qui avant étaient faits
pour honorer les esprits. Donc on faisait des sacrifices d'animaux. Et donc c'est cette symbolique, cette couleur rouge, même si d'autres vont dire qu'il y a des esprits d'enfants qui aiment les boissons sucrées. Bon, c'est vrai qu'avec les esprits et l'animisme, chacun a sa petite histoire. Donc on va aussi offrir des fleurs, on va offrir de l'encens, parce que quand on allume les bâtons d'encens, la fumée peut monter au ciel et communiquer plus facilement avec les esprits, et des cigares. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le jour où il y a une branche d'arbre qui tombe sur votre maison aux esprits, c'est une catastrophe. Il y a tout qui s'arrête. Si vous êtes dans un restaurant, il y a tout le personnel qui va s'arrêter. Il va falloir appeler un brahman en toute urgence pour faire une cérémonie pour retirer la maison aux esprits qui aura été très endommagée. Donc, pas du tout question de la jeter à la poubelle ou au feu. Il va falloir aller la déposer dans un cimetière de maison aux esprits. Donc celui-ci, c'est par le plus grand des hasards que je l'ai découvert. Donc c'est dans le Wat Mahabut à Prakanong. Je vous en parlerai tout à l'heure parce que c'est un sanctuaire qui abrite un fantôme très célèbre en Thaïlande. Donc voilà, j'étais très curieuse. J'ai jeté un petit coup d'œil derrière ce fantôme et pouf, je suis tombée sur ce cimetière. Donc bon, il y a beaucoup de chance parce qu'on a ce Bodhisattva Avalokiteshvara, c'est la déesse de la compassion, donc on la reconnaît en Chine sous le nom de Guanyin ou Kannon au Japon. Donc elle protège justement ces esprits qui ne sont plus seuls, qui vont rester entre eux. Les arbres sacrés, donc ça aussi, qu'est-ce que j'ai pu m'interroger? Donc, j'habite près de Swanplou, il y a un arbre qui a une garde-robe à faire pâlir Shakira. Donc je me suis posé des tas de questions, mais pourquoi il y a des robes comme ça autour des arbres, parfois des chaussures, des colliers, j'ai trouvé du maquillage, je suis allée enquêter, et plein de petits personnages. Donc en fait, j'ai appris que ces arbres sont habités par des déesses. Il n'y en a pas qu'une, je pensais qu'il n'y en avait qu'une, mais non, il y en a plusieurs. Donc celle qui est la plus connue ou reconnue, elle s'appelle Metakiantong. Donc elle est à l'intérieur de certaines variétés d'arbres, les takians. Et on a aussi d'autres déesses qui abritent donc un bananier, donc c'est Nangtani. Donc effectivement, au début, je me disais, on met des jolis rubans autour des arbres qui sont les plus gros, les plus beaux à voir, mais pas du tout. Donc il y a toujours une histoire liée à un arbre. Et quand on pense déceler donc l'intériorité et la présence d'une divinité, il est très honoré, vous le reconnaîtrez sans problème, parce qu'il y aura tellement d'offrandes qui sont faites que là, vous n'aurez aucun doute. Alors pourquoi toutes ces offrandes? Donc effectivement, on a vu les rubans là colorés, qu'on appelle les katas, c'est pour donner un signe de bonté, de compassion et de chance. On va remonter jusqu'à Rama III, donc en 1824. À l'époque, les tripots étaient légaux, donc les jeux d'argent étaient autorisés. Donc c'était une bonne source de revenus. Donc je suis même allée au musée de la monnaie, donc j'ai pu découvrir ici des jetons de l'époque, des jetons de casino. Et donc, malheureusement, les jeux d'argent, compte tenu du taux de criminalité qui avait explosé, des faillites, des hypothèques, certaines personnes qui en étaient même arrivées à donner leur épouse pour éponger les dettes. Donc, les jeux d'argent ont été interdits en 1917. Et en 1943, il y a toute une liste de jeux de cartes qui sont complètement interdits. Et même pour jouer par plaisir, c'est complètement interdit en Thaïlande. Mais bon, sous Rama V, les caisses commençaient un petit peu à se vider. Il a commencé à abolir une taxe qui était un peu injuste, à laquelle devaient s'acquitter vous savez, les jeunes en Thaïlande font toujours leur service militaire, et ceux qui ne pouvaient pas pour des raisons de santé ou autres devaient s'acquitter d'une taxe qui était très lourde, donc c'était un petit peu injuste. Donc sous Rama V, ça a été aboli, mais bon, pour compenser, il a commencé à repenser à lancer la loterie nationale, mais sous contrôle. Donc tout est très normé, tout est très contrôlé. Donc on a même en 1939 la création du bureau gouvernemental de la loterie nationale. Donc c'est le jeu le plus apprécié de tous les Thaïlandais. Les Thaïlandais sont très joueurs. Donc le 1er et le 16 de chaque mois,
Donc vous verrez beaucoup de Thaïlandais faire plein d'hypothèses pour gagner le gros lot, mais bon, parfois ils n'arrivent pas à avoir les bons numéros, donc ils vont demander à la déesse de l'arbre, hein, tant qu'à faire. Donc ils viennent à la tombée de la nuit, parce qu'en plein jour, bon, ils n'osent pas trop quand même. Ils ont souvent du talc dans leur petit sac, etc., hein, pour ne pas trop prendre de soleil. Et en fait, ils sont assez rusés, hein. Donc ils utilisent le talc, ils vont aller frotter l'écorce de l'arbre et ils vont essayer de déceler un numéro. Donc ils se disent, oh là là, je crois voir la forme du 8, hop, 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 ils vont se précipiter, ils vont acheter tous les tickets de loto pour gagner. Et donc on peut voir qu'il y en a qui ont vraiment gagné des gros lots, vu la quantité de robes, parce qu'après ils sont obligés de remercier, hein, parce que s'ils gagnent, ils ne peuvent pas ne pas remercier la déesse. Donc après, ils vont faire des offrandes, d'où cette montagne de reconnaissance et d'offrandes auprès des arbres. Donc ici, Meta Canton, je vous l'ai montré tout à l'heure, elle est représentée ici, donc c'est une petite statuette en bois entourée d'un tissu jaune et des perles. Donc je l'ai aperçue au Wat Nak Prok, hein, toujours du côté de Thonburi. Et là, donc, je me suis interrogée parce que j'ai tout de suite vu donc, la penderie, les robes, etc. Donc je me dis, bon, il y a quelque chose d'assez particulier. Donc j'ai interrompu la prière d'une famille de Thaïlandais qui était pour leur demander mais qui est-ce. J'ai un peu insisté. Bon, ils ont dû se dire mais pourquoi ils nous demandent ça. Et effectivement, quand ils m'ont dit là on prie pour la déesse Meta Kiantong, j'étais très contente. J'ai dit, ah ça, je sais qui c'est. Donc je vais pouvoir prendre des photos et l'expliquer en tout cas. Et donc la déesse Nantani, donc là j'en ai pris connaissance il n'y a pas si longtemps, donc auprès d'un de mes petits étudiants de l'université de Chulalongkorn. Donc il m'a dit qu'effectivement c'était une déesse qui habitait dans des espèces rares de bananiers, c'est des petits bananiers, et au fur et à mesure ces bananiers ils ont été repoussés à l'extérieur des villages parce qu'on dirait que cette déesse elle est bienveillante, mais bon elle peut nuire aux hommes infidèles. Donc bon on l'a un peu mis en dehors du village. Hein. Hop là, je suis allée un petit peu trop vite. Donc là, c'est une découverte qu'on a faite cette année, donc avec le groupe La Promotion Erawan. Hein, donc c'est le groupe du musée. On allait se promener du côté de Ratanakosine. Et donc nous sommes allés nous promener dans le parc Saranrom. Et dans ce parc, on a vu qu'il y avait une pagode chinoise. Et on s'est interrogé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Et effectivement, juste avant de rentrer dans la pagode, ici sur cette porte est inscrit en thaïlandais « Sanctuaire de Meta Kiantong ». Donc je me suis approchée du sanctuaire, donc, je ne sais pas si j'aurais dû ou pas, parce que j'ai vu qu'il y a une personne thaïlandaise qui s'est arrêtée juste aux portes, donc je ne sais pas si c'est une porte frontière entre les esprits et le monde des humains, donc peut-être j'ai fait une faute de goût, mais bon, je voulais vous partager en tout cas les découvertes que j'ai faites à l'intérieur. Et donc à l'intérieur de cette pagode chinoise, donc, j'ai pu découvrir ce gros bâton, donc, de cette branche, ce morceau de bois entouré toujours de rubans colorés, le maquillage, les bijoux et même des chaussures à paillettes. Hein. Donc, pour la soirée paillettes. Donc voilà, c'est assez surprenant en tout cas. Et donc là, oui, c'est l'arbre de Swanplou, donc il fallait quand même que je vous le montre. Hein. Donc, c'est l'arbre qui m'a poussée à faire mes recherches, parce que je ne comprenais rien. Je ne savais pas pourquoi il y a une garde-robe, si les robes étaient à vendre, je n'avais pas compris. Parce que quand on passe derrière ici l'arbre, il y a un petit tabouret, et là, je suis allée me cacher derrière l'arbre, et il y a d'autres penderies derrière, et il y a un petit autel aussi pour vénérer l'esprit de l'arbre. Donc, on va passer aux amulettes, hein, donc de protection. Les amulettes, elles sont sous l'origine de Rama IV. Donc, à la base, c'était surtout pour rappeler l'enseignement du Bouddha et aussi pour commémorer des grands moines très célèbres qui étaient morts. Donc, il s'agit d'un objet qui a été sacré et béni par un maître du bouddhisme. Donc, la valeur en fait des amulettes dépend du moine qui aura béni ces objets, parce qu'il aura influé une espèce de force vitale à l'intérieur, une force surnaturelle qu'on appelle Visha. Donc, avoir possédé ces amulettes-là, c'est être sûr d'être protégé contre des tas de choses. Donc, il va falloir chanter un mantra. Bon, ça, je ne peux pas vous le chanter, je ne le connais pas. Le Prakata Shina Bunchon. Donc, le rôle de l'amulette est de protéger.
Et donc, on a pu voir avec toutes ces années, le commerce de l'amulette est très fructueux, hein, parce qu'il rapporte plus de 40 milliards de taï-baht par an. Donc, on a beaucoup d'amulettes qui représentent le Bouddha, des moines sacrés, des divinités hindouistes et des déesses animistes. Là, comme on est dans le thème de l'animisme, ce sont surtout les amulettes qui sont destinées à vous protéger donc, contre la magie noire, contre les fantômes, pour donner de la chance, etc. Et celle qui a eu un engouement absolument phénoménal, c'est celle-ci, la dernière, qui s'appelle Jatukam Ramatep. Donc elle apporte la santé, prospérité et longue vie. Donc en fait, Jatukam Ramatep, il s'agit de 2 divinités hindouistes ou de 2 princes à l'époque de Srivijaya. Donc pareil, les légendes, les histoires. Chacun aura son histoire préférée en fait. Donc elle associe des pouvoirs magiques au major général Pantarak Ratchadek, qui était donc un officier de police et qui enquêtait sur des meurtres en série, et donc qui a eu l'idée de créer cette amulette. Et donc il a pu résoudre tous les problèmes de criminalité à Nakhon Sri Thammarat, là où il habitait. Et on a pu voir qu'il a eu une très longue longévité. Donc il est mort à l'âge de 103 ans, il avait créé 20 ans plus tôt, ça a créé un tel engouement qu'il y a énormément de personnes qui se sont précipitées pour acheter toutes les amulettes qui avaient été bénies par cette personne. Et donc certaines d'entre elles ont pu atteindre la valeur de 20 000 € l'amulette. Hop, voilà. Là, on va parler des palatkik. Donc, vous avez sûrement dû voir un jour, au cours de vos voyages ou de vos balades dans Bangkok, cette sorte de protection en forme phallique qui peut-être représenter aussi le culte lié au dieu Shiva, le dieu destructeur de l'univers. On le retrouve aussi en Thaïlande puisqu'il a des pouvoirs extraordinaires. Hein. Donc, virilité, fécondité, fertilité, séduction, protection contre les morsures de serpents, de tigres, contre les maladies et puis le bien-être matériel. Hein. Donc on le porte d'une certaine manière, c'est plutôt les hommes qui sont invités à le porter et pas les femmes. Donc ils vont le porter sur le ventre pour combattre, sur le dos pour s'enfuir, sur le côté gauche pour séduire les femmes et autour de la taille, c'est pour l'invulnérabilité des jeunes garçons. Et donc ça, ce sanctuaire, je l'adore. Donc c'est pour ceux qui sont allés à Krabi, qui sont allés se balader sur la plage de Phra Nang. Donc il y a une grotte au bout de la plage. Alors déjà, c'est assez étrange, hein, parce qu'on a l'impression que c'est le visage d'un fantôme ici. Hein. Donc on s'approche de cette roche. Et juste à l'intérieur, donc, il y a une grotte où sont disposés tous ces symboles, ces palatkik, tous dressés vers cette voûte qui symbolise justement l'organe féminin et donc la fécondité. Donc les jeunes couples vont venir prier à l'intérieur. On va avoir les pêcheurs qui vont venir aussi pour avoir des pêches très abondantes, etc. Et donc cette grotte, elle est très prisée, donc Phra Nang. Nang, ça veut dire la dame sacrée, puisqu'en fait il s'agissait d'une princesse hindoue qui a fait naufrage il y a très longtemps et qui est venue se protéger à l'intérieur de cette grotte et qui attendait l'arrivée de son défunt mari qui n'est jamais arrivé. Donc elle est restée, son esprit est toujours resté à l'intérieur de cette grotte. C'est pour ça qu'elle est très appréciée. Les tatouages. Donc je vais vous parler ce soir des tatouages sacrés, hein, pas des tatouages décoratifs. En Thaïlande, donc, il y a cette force, cette magie qui entoure les tatouages. Donc, l'origine même du mot tatouage vient du polynésien. Donc, ta signifie graver et atua, ça signifie l'esprit. Donc, on est vraiment dans la symbolique du tatouage thaïlandais. On va graver une force, un esprit à l'intérieur de la personne qui va recevoir le tatouage. Donc, en thaïlandais, sak signifie tatouer et yant, ça vient de yantra en sanskrit qui signifie un dessin sacré. Donc, quelles sont les origines du tatouage ? Le sakyant, il est réalisé à la base sur les moines. On va y tatouer les textes religieux, donc près de la tête en fait, hein, près de l'âme, et sur les soldats. Donc les soldats, ils ne portaient pas d'armure, mais ils avaient tous leurs tatouages. Donc ça leur donnait de la force, protection, invisibilité. Et donc le rôle de ces tatouages, c'est pour donner une protection surnaturelle.
Donc, ces tatouages vont être réalisés pas par n'importe qui, ils vont être réalisés par des grands maîtres. On va les appeler les adjan. Donc, les grands maîtres, ils vont être reconnus. Ce sont des personnes instruites qui connaissent le sanskrit, qui connaissent le kom, donc c'est l'alphabet khmer, et ils vont rentrer en méditation. Ils vont faire ces tatouages en pleine méditation, en chantant des mantras, en utilisant donc des encres particulières parfois, donc industrielles, naturelles, avec du charbon de bois, des compositions secrètes, donc ça ne donne pas très envie de se faire tatouer, mais à base d'herbes, de peau morte de moine ou du gras de menton de personnes fraîchement décédées, accidentellement décédées. Donc bon. Donc il y a aussi des encres invisibles, parce que les femmes, elles ne pouvaient pas se faire tatouer. Ben oui, c'est normal, les femmes, comme elles avaient leur menstruation, donc c'était très impur, c'était quelque chose d'assez dégradant, donc il ne fallait surtout pas que les femmes se fassent tatouer. Mais bon, quand même, certaines d'entre elles, elles voulaient avoir ce pouvoir à l'intérieur d'elles. Parce que l'idée, ce n'est pas du tout quelque chose de décoratif, hein. Les tatouages sacrés, c'est pour donner cette force, pour donner un esprit à l'intérieur de soi. Donc il y a un emplacement qu'on doit respecter. Pour tout ce qui est images et versets sacrés, c'est près de la tête. Poitrine ou dos, les divinités mineures. Jambes et bras, donc pouvoir de séduction. Et surtout, jamais pas de sakyante près des zones impures. On retrouvera des motifs assez communs, comme des dragons, tigres, serpents, donc qui symbolisent la force et la chance. On va avoir des diagrammes, des motifs géométriques avec des lettres. Ces fameuses lettres, c'est du kom, c'est pas du thaï. Donc le but, c'est pas de savoir déchiffrer ce qu'il y a à l'intérieur de ces diagrammes, c'est la force et la puissance que le grand maître aura donné à la personne qui aura reçu le tatouage. Donc voici ici une photo donc, d'un grand maître Adjan qui porte le masque du Ruesi. Donc ce masque lui a été transmis par un autre grand maître à des cérémonies qu'on appelle le Waikru, qui rendent hommage aux maîtres. Donc ces maîtres, ils vont rentrer dans une forme de concentration, parfois de transe, pour tatouer les personnes qui sont demandeuses. Et donc il va être tellement concentré, il va utiliser une baguette souvent en bambou ou avec des tiges en acier, et il va utiliser la technique du tapotage. Donc il va commencer son tatouage sans jamais s'arrêter. Donc même si la personne souffre, elle hurle, il ne s'arrêtera pas. Donc il est habité par un esprit, et c'est l'esprit qui va transmettre le tatouage. On peut voir ici qu'il arrive à tatouer carrément à l'aveugle. Il porte son masque sur les yeux, et il est tellement habité que la personne va avoir ce tatouage sacré en lui. Pour ceux qui n'ont pas pu se faire tatouer, bon, surtout pour les soldats, ça on le voit au musée national de Bangkok, dans la salle de guerre, les soldats pouvaient porter ce petit gilet de protection, donc à l'intérieur, donc dessiné par ces grands maîtres, et qui apporte toujours l'invulnérabilité et la force et l'invisibilité. On va faire des offrandes pour remercier les grands maîtres Adjan des tatouages. On va leur offrir des fleurs de lotus, 9 bâtons d'encens, on verra tout à l'heure la symbolique et la force du chiffre 9, des cigarettes, de l'alcool ou des jus de fruits, ça c'est pour les esprits, et aussi une enveloppe avec de l'argent. Voici les tatouages animistes. Donc, c'est ceux qu'on retrouve particulièrement pour les personnes qui veulent se protéger contre les fantômes, les mauvais esprits. On retrouve assez souvent cette petite forme qu'on appelle unalom dans ces tatouages. Donc, c'est le cheminement de la naissance, le zigzag de la vie, et ensuite le chemin pour aller vers le nirvana. Et là, donc, je voulais partager avec vous des photos d'un festival sacré qui a lieu au Wat Bang Pra. Il s'agit de la bénédiction et du renouvellement des pouvoirs. Pourquoi ? Parce que quand on a ces pouvoirs sacrés, ce tatouage sacré, il faut renouveler le pouvoir. Ça fait comme un vaccin qu'on a eu, certains, contre le Covid. Il faut y retourner pour avoir le pouvoir en soi, parce qu'au bout d'un certain temps, le pouvoir s'estompe. Donc, c'est un festival qui a lieu tous les ans à Nakhon Pathom, les 3 premiers jours du mois de mars. Donc là, vous l'avez loupé cette année, mais l'année prochaine, vous pouvez y aller, pour ceux que ça intéresse. Donc, il dure sur 2 jours. Il y a environ 10 000 personnes qui sont présentes.
Donc, il y a les grands maîtres, les adjans, qui vont réaliser environ 1000 tatouages la première journée. Et ensuite, ils vont recharger les tatouages en chantant des mantras. Donc, la foule, les personnes tatouées qui viennent se faire recharger leur pouvoir, surtout ceux qui ont des animaux, des tigres, etc., vont ressentir la force du tigre en lui. Et là, on va retrouver des photos de personnes complètement habitées qui vont se mettre à rugir, à crier, à sauter, etc. Donc, c'est assez surprenant hein, comme festival. Et là, maintenant, on va attaquer notre troisième partie, donc les superstitions, les esprits et les fêtes animistes. Les superstitions, donc là, la liste, elle est énorme en Thaïlande. Donc, je n'allais pas vous faire un catalogue. Bon, celle la plus rigolote, c'était pour une femme, il ne faut pas chanter en cuisinant, sinon on va épouser un vieux mari. Donc, ou un fantôme va rentrer. Bon, voilà. Donc, c'est rigolo et tout ça. Mais bon, la liste étant tellement longue, moi, je me suis plutôt attardée sur les superstitions concernant les noms de famille, les prénoms et les surnoms, parce que ça, j'étais assez étonnée en arrivant en Thaïlande. Donc, les noms de famille ont été rendus obligatoires en 1913 par une loi promulguée par Ramassis. Donc, c'était une consigne royale stricte donc, qui a mené les personnes à devoir s'enregistrer. Donc, l'enregistrement des naissances, des mariages et des décès. Pour ce faire, donc, les personnes qui n'avaient pas encore de nom devaient trouver un nom dans un registre pour faire en sorte que chaque famille puisse avoir un nom unique. Donc là, on ne parlera pas des Durand, des Martin, etc. Chaque famille thaïlandaise a un propre nom, on arrive à les distinguer ainsi. Mais alors, ce qui est très étrange, alors là, j'étais très surprise de voir ça, c'est que sans aucun problème, demain, vous pouvez aller voir l'état civil. J'ai du mal à m'imaginer, moi, en France, faire la même démarche en disant, ben voilà, je suis pourchassée par un mauvais esprit, j'ai vraiment pas de bol en ce moment, je suis sûre que je suis envoûtée, etc. Je voudrais changer mon nom de famille, mon prénom, et puis même mon numéro de téléphone. Ah ben, il n'y a aucun problème, en fait. Hein. Donc, vous refaire une nouvelle identité en Thaïlande, il n'y a pas de problème. Donc, on va vous donner un certificat de changement de nom. Bon, après, ce sera à vous de faire vos démarches quand même hein, pour votre passeport, etc. Mais c'est vraiment un motif qui est tout à fait valable et recevable ici. Hein. Donc ensuite, les prénoms. Donc les prénoms, c'est encore une autre histoire. Les prénoms, ils sont choisis par un moine ou un astrologue. Donc on va retrouver d'ailleurs, donc l'astrologue ou le moine, il va consulter un mémoire qu'on appelle Nam Mongkon. Et donc en fonction de la date et de l'heure d'arrivée de l'enfant, par exemple, il va y avoir des noms de bon augure, donc la première lettre correspondant au jour de naissance. Pour les enfants qui sont nés un lundi, donc quand on écrit le prénom à la manière thaï, avec l'alphabet thaï, il ne faudra pas qu'il y ait de voyelles à l'intérieur du prénom. Et d'ailleurs, on a pu s'interroger sur le nombre de césariennes pratiquées en Thaïlande. Donc, dans certaines provinces, Ratchaburi, 44% des femmes demandent à accoucher non pas par voie naturelle, mais à la demande par césarienne pour pouvoir contrôler justement la date de l'arrivée de l'enfant, pour que la date elle soit propice, qu'il naisse à tel jour, à telle heure, parce que l'astrologue aura dit que ça sera beaucoup plus formidable pour l'enfant, pour sa destinée plus tard, qu'il naisse ce jour-là. Donc assez étrange, effectivement. Et aussi les surnoms. Donc je pense que vous vous êtes tous rendus compte que les Thaïlandais portent tous des petits surnoms. Alors ce ne sont pas toujours des surnoms grandiloquents, hein. Ce n'est pas diamant brut qui brille de mille feux, non, on ne trouvera pas ça. On trouvera plutôt des surnoms, alors soit communs, donc moi dans mon condominium, j'ai une Kun Mou, c'est Madame Cochon, j'ai un Kun Kai, un Monsieur Poulet, j'ai Mademoiselle Oiseau. Ça fait rire, chérie. Il y a aussi par numéro, donc 1, 2, 3, en fonction de l'ordre de naissance. Il y a aussi la première initiale des prénoms. Donc moi, mon prénom, il est imprononçable en thaïlandais, donc il m'appelle Kunbi, parce que sinon, c'est l'horreur. Ensuite, on va trouver aussi des prénoms en fonction de l'aspect physique du bébé à la naissance, donc le surnom. Donc ça va être petit, grand, gras, gros. Donc nous, on a une amie, enfin une camarade qui fait partie de la formation
Erawan qui m'a confié qu'effectivement, quand elle est née, elle était toute rouge. Ses parents ont trouvé malin de l'appeler Deng, rouge. Et puis maintenant, elle se fait appeler Nan. Voilà, elle a changé son petit surnom parce qu'il faut aussi pouvoir le porter toute sa vie. Donc là, on avait même le roi Rama IX qui avait son petit surnom. Il se faisait appeler Onglek, qui signifie le petit dernier. Donc c'était le dernier, effectivement. Donc voilà, c'est assez surprenant. Et les surnoms, en fait, le but du surnom, c'est de brouiller les pistes pour pas qu'un mauvais esprit puisse s'emparer de l'âme de l'enfant qui vient de naître. Donc on ne dira jamais non plus à un nourrisson Narak, oh, qu'est-ce qu'il est mignon, parce que ça porte malchance. Il faut dire autre chose, mais pas qu'il est beau. Donc après, autre chose aussi assez surprenante en Thaïlande, c'est tout ce qui est crémaillère et nouveaux bureaux. Donc si jamais vous avez l'intention d'ouvrir des nouveaux locaux, il y a un protocole vraiment à respecter. Donc à savoir qu'il faut convier des moines en nombre impair, hein, donc 3, 5, 7, 9. Donc ils vont venir bénir les lieux de la nouvelle boutique ou du nouveau bureau. Et donc, ils vont faire des prières, des mantras, ils vont pouvoir transmettre une énergie spirituelle. Parfois, ils vont tenir cette petite ficelle blanche qu'on appelle le sai sin. Et aussi, ils vont pouvoir parfois faire des petits dessins à l'entrée du bureau. Donc, vous pourrez remarquer parfois des petits motifs faits à base de points. Donc, ils vont tremper le doigt dans une pâte blanche parfumée et faire des petits points au-dessus d'une entrée. Donc, parfois, 3 points, ça peut signifier les 3 joyaux du bouddhisme, que sont le Bouddha, le Dharma, son enseignement, et le Sangha, la communauté des moines, ou aussi les 5 éléments, le Mahabhuta, donc l'espace, l'air, l'eau, le feu, etc. Et on va aussi poser des feuilles d'or qui symbolisent la prospérité. Et il y a des jours fastes, hein. Donc surtout, si possible, le faire le mercredi, le jeudi et le vendredi. Taxi et moto, ben ça c'est encore une autre histoire. Il y a certains qui sourient. Oui, c'est du vécu, des photos que j'ai prises. Donc on peut voir effectivement les plafonniers de certains taxis qui sont très richement décorés, c'est le cas de le dire. Donc oui, je me suis posé pas mal de questions. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces décorations, ces motifs, pareil, cette pâte blanche avec ces symboles qui sont faits sur le plafond des taxis, mais pas forcément des voitures particulières. En fait, tout est une histoire de karma. Donc en Thaïlande, si jamais vous avez un accident de la route, bah, c'est le karma, tout simplement. Donc, ce que vous avez fait dans votre vie précédente, il y a des trucs que vous n'avez pas bien fait. Si vous êtes amené à mourir, ben voilà, c'est la faute du karma. C'est pas du tout parce que vous conduisez mal, que vous avez un peu bu ou consommé je sais pas quoi. Non, non, c'est la faute du karma. Donc, effectivement, quand même, les chauffeurs de taxi, le karma, ils y croient. Et eux, ils veulent se protéger, non pas de quelque chose de nocif, ils veulent se protéger de nous. Donc, nous, on pourrait aussi avoir un mauvais karma. Et quand on rentre dans leur taxi, donc ils ont disposé des hôtels ici, parfois avec des représentations du roi, avec des amulettes. C'est pour se protéger de notre présence. Donc malheureusement en Thaïlande, on peut dénombrer, ils ont le triste record du 2e pays au monde avec le plus de morts d'accidents de la route. Donc 23 000 morts par an. Donc en France, donc j'ai regardé les statistiques, c'est 3 500. Donc c'est un pays où on a à peu près le même nombre de personnes. Donc c'est quand même affolant. Donc pour 100 000 personnes, 36,2 décès. Et donc en plus, ce qu'il faut aussi considérer, c'est que ne sont considérés comme accidents mortels les personnes qui sont mortes sur le lieu même. C'est pas quelques heures après, elles ne seront pas comptabilisées. Donc le chiffre, il est encore bien plus impressionnant, hein. Donc 74 des accidents mortels, c'est la moto. La moto, bah oui, hein, ça c'est voilà. Donc ça vous y assistez très régulièrement ces scènes, donc de personnes qui sont 2, 3, 4 voire plus sur la moto. En général, il y a une personne qui porte le casque, c'est le père de famille parfois. La femme, elle veut pas se décoiffer, elle met pas le casque. Les enfants, bon, il n'y a pas toujours le casque qui va à la taille, donc on n'en met pas. Bon, normalement, c'est obligatoire, mais bon, il y a une espèce de laxisme aussi qui est fait, parce que peut-être tout est autour du karma.
Donc, ne serait-ce que même dans les taxis, tous ceux qui à l'arrière ont essayé de clipper la fameuse ceinture qui ne clippe pas et le taxi qui roule à tombeau ouvert. Donc voilà, donc effectivement, donc c'est très étonnant de voir ces scènes de vie. Ils n'ont pas du tout l'habillement adéquat, hein, donc souvent les femmes assises en Amazon en train de taper sur leur téléphone portable sans casque. Mais alors, un truc super étonnant, ils portent tous le masque anti-Covid. Donc, alors là, c'est vraiment surprenant. Donc, ils ont bien peur de tomber malade ou peut-être que c'est dans ces croyances d'un esprit qui rentre à l'intérieur de vous, qui vous communique une maladie. Ils sont bien plus impressionnés qu'effectivement un accident de la route qui peut être tragique parce que pour eux, c'est une histoire de karma. Donc ensuite, on va aborder les esprits, la voyance et on terminera sur les fêtes animistes. Les esprits, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, les prapum, les seigneurs de la terre ou les chauti. Donc ce sont des bons esprits, hein, des divinités, sont les gardiens des sols, de la terre et de la maison. Et puis on a des déesses. Donc je ne vous en ai pas encore vraiment parlé des déesses, à part la déesse de l'arbre. La déesse, une déesse qu'on retrouve très souvent en Thaïlande, elle s'appelle Torani. C'est la déesse de la terre. Donc, c'est une représentation d'une femme brune avec une longue chevelure et on la retrouve aussi bien souvent dans les temples. Donc ici, elle fait partie d'une des scènes de la vie de Bouddha. Donc oui, on a bien une représentation de la vie de Bouddha qui effectivement demande l'aide de la déesse Torani pour prouver ses mérites parce qu'il y a le dieu des désirs qui s'appelle Mara qui veut l'affronter et qui lui demande justement de prouver ses mérites. Là, il est en train d'accéder à l'éveil et il va changer de position de main. Donc, il va faire une mudra qu'on appelle appel de la terre à témoin. C'est-à-dire qu'il va mettre la main droite en position du sol. Et là, ça veut dire, je demande à la déesse Torani de prouver mes mérites. Elle va tordre sa chevelure brune et de ses cheveux vont s'écouler un torrent d'eau qui va anéantir toute l'armée de Mara. Et donc, le dieu des désirs sera ensuite convaincu de la puissance du futur Bouddha. Donc, on le voit là résigné avec des boutons de lotus, sachant que chacune des gouttes d'eau qui est sortie de la chevelure de Torani correspond à tous les mérites acquis par le futur Bouddha tout au cours de ces 547 vies qui va précéder la dernière vie, la 548e. Donc oui, elle est très connue, vous la retrouvez dans les temples, vous la retrouverez dans des fontaines aussi. Donc l'eau s'écoulera de la chevelure de Torani. On a aussi la déesse des bateaux, Meiyanang. Donc ceux qui ont déjà pris les long tailboats, on voit toujours des jolies décorations avec des rubans et des fleurs. Surtout pas s'asseoir dessus, sur la proue, parce que c'est là où réside l'esprit, donc l'esprit du bateau. Donc là, c'est dans un musée, on a pu voir effectivement le don de pièces, etc., pour vénérer cette déesse des bateaux. On a aussi une autre déesse, Prame Posop, c'est la déesse des rizières. Donc on la trouvera souvent en Nissan, elle tient des gerbes de blé à la main. Donc on va la vénérer pour avoir des bonnes récoltes de riz. On a Prame Konka, donc c'est la déesse des eaux, des rivières, ruisseaux et canaux. Donc vous allez tous la retrouver lors de la célébration des fêtes de Loy Krathong. Donc ce n'est pas une fête bouddhiste, Loy Krathong, c'est une fête animiste. On va tout simplement célébrer cette déesse, la remercier parce que c'est la fin de la saison des pluies. Et pour ce faire, donc, on va construire un petit radeau. Donc ça, c'est au musée de la monnaie. Donc j'ai vu ce petit radeau. Et certaines personnes vont pouvoir y mettre des pièces de monnaie, 3 bâtons d'encens, une bougie, parfois des cheveux, des ongles. Et on va pouvoir faire naviguer ce petit radeau. Et ça symbolise tous les soucis qu'on a eus pendant l'année qui s'en vont vers le loin. Bon, il y a des couples qui essayent aussi de faire flotter ensemble leur embarcation. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Moi, j'ai testé cette année, c'était lamentable. L'embarcation s'est retournée immédiatement. Mais voilà, bon, c'est des présages, des croyances, effectivement, donc de traditions. Mais effectivement, ce sont des fêtes animistes. Et on a aussi cette divinité, cette déesse du commerce. Alors, quand vous commencez à ouvrir les yeux, parce qu'on ne la voit pas au début, j'ai mis longtemps avant de la voir, donc elle s'appelle Nang Kwak.
Donc Nangkwak, oui, elle est très très connue en Thaïlande. Donc c'est la dame attirante. Donc elle fait comme ça avec la main. Venez ici, venez acheter dans mon commerce. Donc c'est la déesse du commerce. Donc les origines, elles sont un peu floues. Donc celle que j'ai retenue, bon, c'est une petite légende que j'ai trouvée fort sympathique. Donc je me suis dit que j'allais vous la raconter. Donc c'est une légende populaire indienne. Ça se passe en moins 600 avant Jésus-Christ. Il y avait un couple de marchands qui vivaient dans une ville qui s'appelle Sawadhi. Et donc, ils étaient très pauvres. Ils essayaient de vendre toutes leurs récoltes et toutes leurs marchandises. Puis un jour, ils ont mis toutes leurs économies. Ils ont acheté une charrette. Et ils ont décidé d'aller vendre d'un village à l'autre. Et un jour, donc, il y a leur fille qui s'appelle Supawadi qui les a accompagnés. Et là, donc, au cours d'un de ces voyages, elle a fait la rencontre, elle a écouté le sermon d'un hareng qui a réussi à la bénir et qui lui a donné donc cette bénédiction de la prospérité, d'avoir un commerce prospère. Et depuis ce jour, alors le commerce a tellement prospéré que les parents sont même devenus riches, etc. Et donc, on peut se demander donc, que vient faire cette légende jusqu'en Thaïlande. Donc, effectivement, avec l'arrivée de l'indianisation des commerçants indiens jusqu'en Thaïlande, donc cette histoire, cette légende s'est propagée. Et on a juste changé le nom en Nangkwak, la dame attirante, parce que c'est la posture de la dame, hein, donc elle attire les personnes à venir à l'intérieur des commerces. Donc, quand vous ouvrez les yeux, vous la voyez partout. Donc ici, en énorme, elle prend une salle entière au Siam Museum. Ici, bon, quand vous allez vous balader à l'Icon Siam, vous la verrez. Et si vous allez à Chatuchak, mais quasiment dans tous les stands, alors un peu cachés et tout ça, vous verrez cette petite statuette comme ça. Eh bien, c'est elle. C'est pour attirer effectivement les clients. Les gardiens. Bah oui, je vous en ai pas encore parlé des gardiens. Alors là, je vais vous parler de cette croyance aussi du pilier de la ville. Donc, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Donc, c'est le lac Muang qui se situe dans le quartier de Ratanakosin. Donc là, il y a des piliers qui ont été érigés pour accueillir les esprits protecteurs de la ville et pour protéger la ville. Donc, c'est en 1782 que le roi Rama Ier a décidé de fonder sa capitale sur cet endroit qu'on appelle Ratanakosin, donc Bangkok actuellement. Et donc, il était de convenance de construire, d'ériger ce pilier de la ville afin de protéger la ville. Donc, bien sûr, ils sont allés se renseigner auprès d'astrologues ou même de grands moines, et ils leur ont dit qu'il faut absolument ériger ce pilier le 21 avril 1782 à 6h45 précise. Donc ça, c'était précis. Donc, il y avait un premier pilier. Le premier pilier qui a été érigé, parce que là, vous en voyez deux, donc c'est celui-ci. C'est celui-ci qui date d'origine. Donc, presque 5 mètres. Et donc, ils ont creusé des fondations. Et au moment d'installation de ce pilier, il y a 4 serpents qui sont venus se glisser à l'intérieur. Et puis bon, alors ils étaient une espèce de dualité. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait cette cérémonie ? On a un créneau horaire, il ne faut pas le louper. Et finalement, ils ont choisi quand même d'installer ce pilier à ce créneau horaire qui avait été donné donc, par les astrologues et les moines. Donc, après l'installation de ce pilier, donc, on aura installé à l'intérieur du pilier l'horoscope de la ville. Donc, c'est l'horoscope qui est à l'intérieur. Mais après, du coup, ils se sont dit « Oh là là, ça va porter une sacrée poisse. » Les médiums, les voyants commencent à dire « Oh là là, je vois une fin tragique pour la dynastie des Chakris. Dans 150 ans, enterrer 4 serpents, ce n'était pas du tout de bon augure. » Donc, il a commencé à y avoir cette crainte de la fin de la dynastie des Chakris. Et ce qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est quand on additionne 150 à 1782, on arrive à 1932. Donc, c'est la date de la Révolution, mais qui n'a pas été sanglante. Donc, la dynastie, c'est devenu d'une monarchie absolue une monarchie constitutionnelle. Mais la dynastie des Chakris est bel et bien toujours là. On en est à Rama X. Mais bon, il y avait Rama IV, il était un peu superstitieux. Donc, en 1852, il s'est dit, bon, on va un peu renforcer les pouvoirs de la ville. Je vais construire mon propre pilier, donc il est plus petit ici.
Et il va mettre à l'intérieur, non pas l'horoscope de la ville, mais son propre horoscope. Comme ça, il va dire, on ne sait jamais si la ville est prospère, ça sera un peu de moi, de mon horoscope, et ça portera chance à la ville de Bangkok. Donc, il y a aussi des gardiens protecteurs de la ville. Donc là, je ne vais pas rentrer en détail parce que sinon, ça sera un petit peu trop long, mais vous pourrez les observer si certains sont curieux et ont envie de se rendre au lac Muang. C'est juste à côté des piliers sacrés. Donc, ceux qui veulent prendre une petite photo ou aller vous rendre sur place, vous les observerez. Donc les gardiens protecteurs sont là pour protéger la ville, la politique, l'administration, les catastrophes naturelles, etc. Ah, les fantômes, je ne vous en avais pas encore parlé. Donc oui, les fantômes, esprits diaboliques, qui rentrent en possession de personnes. Alors là, vous avez devant vous le fantôme le plus connu de toute la Thaïlande. Elle s'appelle Menak. Menak, elle a à son actif 23 films, 5 feuilletons télé, 4 pièces de théâtre, un opéra et un album de musique. Donc un engouement extraordinaire autour de ce fantôme. Vous pourrez d'ailleurs aller la rencontrer parce qu'elle a son sanctuaire. Donc je vous invite, pour ceux qui ne sont pas trop craintifs, d'aller au Wat Mahabut. Donc le Wat Mahabut est situé à Prakanong. J'ai cassé la télécommande. Eh bien, vous pourrez trouver le sanctuaire justement de... Tiens, je veux bien que tu me mettes la pile. Le sanctuaire de Menak. Donc, elle a un espace particulier. On peut voir des tableaux la représentant et beaucoup de gens qui viennent prier pour elle. Et il y a des files entières de personnes qui viennent mettre des billets pour justement qu'elle puisse protéger les personnes. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Menak? Je vais vous raconter quand même la légende. Merci beaucoup. Donc, Menak, c'est donc une femme qui est tombée folle amoureuse de Mak. Donc, histoire d'amour extraordinaire. Ils tombent amoureux, ils se marient, ils commencent à habiter ensemble, ils ont un enfant. Et malheureusement, Mak doit partir à la guerre. Donc c'est Surama 4, il part à la guerre, donc comme elle est enceinte, la grossesse se passe, mais arrivée au moment de l'accouchement, elle meurt en couche et son enfant aussi. Mais elle est tellement éprise de son mari que l'âme de Menak reste à l'intérieur de la maison. Et quand Mak va rentrer chez lui, il va retrouver sa femme, parce que son esprit est toujours là, elle a toujours une allure d'être vivant. Il ne va pas se rendre compte de la supercherie, en fait. C'est juste son fantôme qui est là. Mais alors, tous les habitants de Prakanong, ils se disent « Oh là là, il faut vite aller l'informer. Oh, quelle horreur !» et tout ça. Et toutes les personnes qui essayaient de s'approcher de Mak, il y a Menak qui les trucidait. Donc, elle ne voulait surtout pas que ça se sache. Donc, elle voulait que personne se mette entre son mari et elle. Donc, elle était reconnue pour zigouiller un peu toutes les personnes qui essayaient de s'opposer, faire obstacle à son chemin. Mais bon, il y a un jour où, quand même, à l'intérieur de la maison, ils étaient en train de discuter. Il y a Menak, elle avait un citron à la main. Et tout d'un coup, le citron, il tombe de ses mains. Il roule au bout de la salle. Et là, tout d'un coup, il y a le bras de Menak qui s'allonge. Alors, effectivement, là, son mari, Mak, il est complètement affolé. Il comprend, il se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc, il prend ses jambes à son cou, il court comme un fou. Il va se protéger et se réfugier dans le Wat Mahabut. Et donc là, il sera protégé parce qu'il y a les moines qui le protègent et tout l'enseignement du Bouddha. Donc, il va y avoir Menak qui va essayer quand même de le faire sortir, mais bon, elle ne va pas y arriver. Et il va demander à un exorciste d'enfermer son esprit et de l'esprit de l'enfant dans des bouteilles, de refermer les bouchons, de le jeter donc, dans ce canal de Prakanong. Donc voilà l'histoire de Menak, mais qui est connue de tous les Thaïlandais. Il n'y en a pas un seul qui ne connaisse pas cette histoire. Ça va marcher. Yes. Donc le Kumantong, donc là on va rentrer dans la magie noire, ça va frémir là. Donc le Kumantong, jeune garçon sanctifié, donc doré, Tong signifie doré en pali. Petite légende, bon celle-ci est un petit peu plus courte, elle date du VIe siècle,
On a un général qui s'appelle Kunpen, donc un général valeureux. Il a 3 épouses. Donc sa 3e épouse, Bokli, est enceinte de lui. Mais bon, elle n'aime pas beaucoup son mari. Elle a comme dessein de le zigouiller, de l'empoisonner. Sauf manque de chance, elle était un peu trop bavarde parce qu'il l'a appris. Donc avant qu'elle rentre en action. Et donc fou de rage, il est venu, il l'a embroché. Il a embroché aussi le fœtus. Il a réussi à le faire sortir, et c'est de là où est venue cette espèce de magie noire qui existe toujours en Thaïlande, c'est-à-dire des rituels, je vais vous en parler, je vais vous montrer juste après, donc les âmes sensibles s'abstenir. Donc effectivement, c'est toujours actuel, hein, il en existe toujours, donc c'est pas très réputé, enfin reconnu, mais bon, ça existe. Donc cette tradition donc, de cuire dans les cimetières ce fœtus mort, de le sécher et ensuite de l'enduire de yaklak, de lac doré et de takrut, de feuilles d'or, pour en fait lier l'esprit du fœtus mort au commanditaire, donc une forme d'adoption. Et après, il va falloir s'occuper de ce kumantong, donc de lui donner à manger, de lui parler, etc. Sinon, on peut être confronté à des bruits la nuit, des courses, des cris stridents, si on ne s'occupe pas bien de l'enfant qu'on a adopté, de ce fœtus mort. Donc ça porte beaucoup de chance et de fortune. Donc il y a toujours des personnes qui continuent à cultiver ce culte. Donc pas toujours avec ce fœtus mort, parce que maintenant c'est plutôt cette forme-là, donc de petits garçons avec les habits d'Ayutthaya et la petite main levée et une petite bourse à la main. Mais donc il existe toujours bel et bien une sorte de trafic de fœtus. On a retrouvé un fait divers en 2010, donc c'est quand même assez récent, dans un temple situé près de Satorn, le Wat Painon, 2002 fœtus morts dans des sacs poubelles. Donc à l'époque, c'est un chien errant qui a reniflé le sac poubelle, qui l'a déchiqueté, et on a découvert l'horreur. Donc il s'agissait d'avortements illégaux qui étaient pratiqués par des cliniques, parce que l'avortement a depuis très très peu été passible de 6 ans de prison en Thaïlande. Donc il y a beaucoup de femmes qui parfois pratiquaient ça, et donc les cliniques qui pratiquaient l'avortement ne voulaient pas que l'âme du fœtus reste dans la clinique. Donc elles demandaient au temple d'utiliser le four pour pouvoir procéder à une crémation quand même du fœtus, sauf que les fours sont tombés en panne. Donc ils se sont retrouvés avec des stockages de fœtus, et puis bon, on n'est pas sans penser qu'effectivement certains de ces sacs ont servi toujours à cultiver cette magie noire. Ai Hai, je pense que je l'ai bien prononcé, je ne suis pas sûre, mais bon. Donc ça, ce petit personnage, cette divinité, je l'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps. Donc pareil, ma petite balade au Wat Nak Prok à Thonburi. Cette divinité, elle porte des petites lunettes de soleil, parfois des casquettes militaires, des habits de militaires. Donc j'ai quand même enquêté, je me dis mais qui est-ce? Je ne connais pas. Donc petite légende encore, on remonte à 250 ans. Il y avait un moine qui s'appelait Luang Putwad qui partait en pèlerinage jusqu'à Ayutthaya. Il était accompagné de son jeune apprenti, donc un petit jeune d'une dizaine d'années. Et en chemin, ils avaient déjà beaucoup marché, il avait découvert un trésor. Et il s'était arrêté, se reposer à Nakhon Sri Thammarat, ici, la Wat Chedi. Et en se reposant, il installe son trésor et il confie comme mission à ce jeune garçon de veiller sur ce temple. Et après, il lui dit, écoute, moi, je suis obligé de partir jusqu'à Ayutthaya, je veux que tu restes, tu veilles sur les habitants et tu veilles sur mon trésor. Donc le jeune garçon, il était turbulent, il courait partout, il faisait le foufou, mais il était quand même fort sympathique, il rendait des services, il aidait à retrouver les poules, les poulets, les animaux perdus des villageois, etc. Donc il rendait un bon nombre de services. Et puis au moment où il a appris que le grand moine revenait, il a été pris d'un stress terrible de ne pas pouvoir mener à bien la mission qui lui était confiée, à savoir de veiller sur le temple. Pour lui, il avait compris que c'était à tout jamais. Donc il s'est suicidé dans le lac. Donc il y a l'esprit de Ai Hai qui demeure toujours dans ce temple. Donc il y a des amulettes qui ont été créées par le moine du Wat Chedi en 1983. Et c'est à cette époque où il y a eu des rangers qui patrouillaient dans le coin, qui sont venus s'abriter, être hébergés dans le temple.
donc pour y passer quelques nuits. Et puis ils ont très mal dormi parce que pendant la nuit, il y avait un fantôme qui tirait sur leurs habits, leurs armes étaient retournées, la casquette avait changé de place. Donc ils ne comprenaient pas, ils sont allés voir les villageois et puis ils disaient mais qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, il y a une espèce d'esprit qui nous dérange, on dort mal. Ils disent ah ben oui, c'est Aïcha, c'est évident. Donc ce qu'il faut, c'est le mentionner, il faut pouvoir le mentionner avant chaque repas. Donc, et depuis, les rangers ont parfaitement bien dormi. Donc, toujours l'alimentation de cette croyance. Et encore plus, parce qu'en 2020, donc, il y a une femme qui a cru apercevoir l'esprit de Haikai et le chiffre 22 dans le sillage. Donc, elle allait jouer à la loterie, elle a gagné le gros lot. Donc, elle a pu raconter son histoire à tout le monde. Et évidemment, donc, grosse vénération pour ce fantôme que vous pouvez rencontrer à Bangkok sans problème. Donc, au Wat Chulalongpong, il y est aussi. Donc, vous pouvez tomber sur lui et maintenant, vous pourrez le reconnaître. Les lieux hantés. Ah ben oui, qui dit fantôme dit lieu hanté. Ah ben oui, vous êtes surpris. Aéroport international de Suvarnabhumi. Tout le monde se dit, ah ben mince, j'y suis allé plus d'une fois. Et ben c'est le lieu le plus hanté de la Thaïlande. Donc, c'est pas de chance. Oui, il a été construit sur un ancien cimetière. Et donc, lors de la construction, il y a eu beaucoup de personnes qui ont entendu des voix, des accidents de travail, des cris stridents. Ils ont entendu des tas de choses. Ils ont été épouvantés. Ils voulaient arrêter la construction de l'aéroport, à tel point qu'il y a eu un exorcisme qui a eu lieu pendant 9 semaines, quand même, avec 99 moines. Donc, je vous parlais juste après des chiffres pour comprendre pourquoi le 9. Et donc, ils ont installé plein de sanctuaires tout autour de l'aéroport. Les esprits, ils sont toujours là. Donc, c'est l'esprit du gardien du cimetière qui s'appelle Poming. Donc, si jamais vous le rencontrez, bon, maintenant, vous pouvez le saluer. Et il paraît qu'il y a une dame blanche qui se promène avec un bébé. Donc, certains l'ont vu dans les allées ou entendu des cris stridents. Donc, voilà. Donc, il est toujours hanté, mais bon, comme il y a eu quand même cet exorcisme, ils sont un peu moins virulents. Vous l'avez sûrement vu aussi ou remarqué, cette tour qui n'est pas terminée, qu'on appelle la Ghost Tower. Et pourtant, cette tour, elle bénéficie d'une situation remarquable, juste à côté de Sapan Taksin, à côté de la State Tower, à côté de la rivière. Donc, eh ben non, cette tour est hantée. Donc, elle a été construite aussi sur un ancien cimetière. Donc, les propriétaires, les constructeurs ont fait faillite. Il y a eu une crise terrible. Donc, cette tour de 49 étages en 97, donc ils ont fait faillite. Ils ont essayé de le revendre à des Chinois qui, eux aussi, ont fait faillite. Donc, après, il y a eu des tragédies qui sont passées à l'intérieur. Il y a un Suisse qui s'est suicidé, etc. Donc, voilà. Donc, du coup, en plus, cet endroit, l'ombre de cette tour recouvre complètement le temple qui est juste en face. Donc personne n'a voulu investir et acheter et refaire une construction sur cette tour, en fait. Donc elle est interdite au public, mais bon, il y a toujours des personnes qui ont soif de sensations fortes, qui pénètrent la nuit et qui se prennent des photos sur Instagram en haut de la tour. Le sanctuaire d'Erawan, oui, c'est le sanctuaire que vous connaissez sûrement tous, c'est le plus connu en tout cas de Bangkok. Donc, son nom vient de l'hôtel Erawan. L'hôtel Erawan, qui était construit donc, en 1956. Donc, à cette période, lorsque l'hôtel était en pleine construction, et pourtant, tous les promoteurs, ils avaient bien fait les choses dans les normes. Ils avaient demandé aux astrologues la bonne date, etc., le bon jour. Mais, bon, manque de chance, il y a eu des morts sur le chantier. Le bateau qui a acheminé tout le marbre qui venait d'Italie qui a coulé. Et là, ils n'étaient pas contents du tout. Ils commençaient à se dire, bon, là, je ne comprends pas, je suis venu vous voir, vous m'avez donné la date, la bonne heure, et on a plein de malheurs qui arrivent. Et puis, bon, ils ont essayé de s'interroger. Ils se sont dit, ah oui, mais bon, avant, c'est là où on montrait les anciens prisonniers sur la place publique. Donc, il faut un peu renforcer la protection. On va vous faire un sanctuaire protecteur qu'on va appeler Erawan. Donc à l'intérieur duquel on verra toujours cette statue, cette représentation de Brahma. Donc Erawan, c'est aussi un éléphant mythique, c'est le véhicule du dieu des dieux Indra.
Donc ce n'est pas Erawan qui se trouve à l'intérieur du sanctuaire, mais bel et bien Brahma. Erawan, c'est parce que ça vient du nom de l'autel, c'était pour le protéger. Donc il a eu une renommée telle qu'il y a eu des danseuses qui se produisent tous les jours, des marchands d'oiseaux, parce que quand on libère des oiseaux, on gagne des mérites, des marchands de fleurs, pour honorer donc ce sanctuaire et cette divinité. À savoir aussi que la statue de Brahma, celle-ci, a été vandalisée en 2006. Il y a une personne qui avait souffert de troubles psychologiques qui est arrivée avec un marteau et qui a complètement bousillé toute la statue. Mais bon, il y a eu toute une polémique parce qu'il y a des personnes qui croient tellement en la puissance des esprits qui ont lynché cette personne dérangée. Et il en est mort, donc du coup, ça a fait quand même polémique. Et il y a eu aussi, en août 2015, pour ceux qui étaient là, donc l'attentat le plus meurtrier de Thaïlande, qui n'avait pas été revendiqué. Et donc des terroristes qui sont passés par la passerelle du métro et qui ont lancé des engins explosifs dans le sanctuaire aux heures de pointe, à 18h, où il y avait énormément de monde. Mais bon, une semaine après l'attentat, ils ont tout nettoyé, ils ont laissé quelques fleurs des victimes, et au bout d'une semaine, il y avait toujours autant de monde qui venait prier dans cet endroit. Donc c'est vraiment un endroit chargé d'histoire et qui a une grande signification pour les Thaïlandais en tout cas. Ah bah oui, je vais vous en parler maintenant de l'astrologie, numérologie et voyance. Donc l'astrologie, les voyants, c'est une activité qui est reconnue en Thaïlande. Donc depuis 1974, il y a une association qui s'appelle la Thai Astrologer Association qui reconnaît la fonction de Mo-Du. Donc Mo, ça veut dire le docteur, et Du, c'est voir, c'est-à-dire le voyant. Donc pour ce faire, il faut que les personnes suivent une formation, donc une formation en 5 mois, et à la fin de laquelle ils auront un diplôme. Donc ils auront plusieurs matières, comme la chiromancie, la lecture des lignes de la main. Ensuite, la taromancie, donc ça c'est le tarot divinatoire. La métoposcopie, la lecture des rites du front et du visage. L'astrologie, donc plutôt l'astrologie chinoise. Et la numérologie. Donc là, je vais vraiment rentrer moi plus dans le détail de la numérologie parce que je ne comprenais pas cet engouement pour le chiffre 9 en Thaïlande, sachant que chaque pays a un peu ses croyances. Si vous allez en Chine, on va vous dire surtout pas de chiffre 4. Mais en Thaïlande, chiffre 3 est important, il correspond aux 3 joyaux du bouddhisme, je vous en ai parlé, la trinité hindouiste. Le chiffre 7, c'est le chiffre qu'a fait Siddhartha Gautama quand il est né. Il a marché, il a fait 7 pas sous l'empreinte desquels ont poussé 7 fleurs de lotus. Le chiffre 8, ça correspond aux 8 rayons de la roue de la loi. Donc, c'est la mise en route de l'enseignement du Bouddha. Et aussi le chemin octuple, donc c'est le chemin du juste milieu. Donc, ça fait partie des 4 nobles vérités énoncées par le Bouddha. Et là, on arrive enfin à notre fameux chiffre 9. Donc, pourquoi un tel engouement ? Donc, peut-être parce que c'est déjà le dernier nombre. Donc, c'est un achèvement et c'est le début d'un nouveau cycle. C'est aussi en thaïlandais, donc le 9 se prononce Kao, donc je ne prononce pas très bien, mais le mot progrès, c'est Kaona, et donc c'est très proche. Et quand on enlève les sonorités, les tons, donc Kao veut aussi dire le riz et la montagne. Donc c'est aussi très important pour les Thaïlandais. Rama IX, donc c'est le roi qui a marqué tous les esprits des Thaïlandais. Il a eu un règne de 70 ans. Donc très, très apprécié par les Thaïlandais, adoré. Et aussi donc, le fameux parasol royal, donc à 9 étages. Donc le chiffre 108, donc très important aussi, il correspond au nombre d'épreuves rencontrées par le futur Bouddha avant d'atteindre l'éveil. Ceux qui sont allés au Wat Po ont dû voir sous l'empreinte des pieds de Bouddha plein de petits signes. Il y en a 108, si vous vous amusez à les compter, il y en aura 108. Donc 108, quand on additionne chacun des nombres, on arrive à 9 toujours. Donc là, on en vient aussi aux jours de la semaine, qui ont aussi une symbolique des couleurs et des chiffres, à savoir que le lundi, c'est jaune, le mardi, c'est rose, le mercredi, c'est vert, etc. Et qu'à chaque jour de la semaine, qui est associé à une planète, le lundi, la Lune, mardi, Mars, sont associés aussi un chiffre. Donc le lundi, c'est le 15, mardi, c'est le 8,
Mercredi est découpé en deux, le matin et le soir. Et quand vous additionnez tous ces chiffres, on arrive à 108. Donc toujours ce chiffre qui est très important. Aussi le chiffre 108 et le 9. Donc aussi, le chiffre 9 s'écrit de cette manière en thaïlandais. Et on peut trouver une ressemblance avec l'urna. L'urna, c'est le signe que porte le Bouddha entre les yeux. Donc ce n'est pas du tout un troisième œil. C'est une touffe de poils blancs qui tourne autour de l'œil et qui montre l'omniscience du Bouddha. La voyance. Eh bien oui, il y a beaucoup de voyants, les modus. Donc les 10 heures de bonne aventure, on peut les trouver un peu partout, près des temples, dans la rue. Donc ça, c'est un tableau que j'ai vu d'ailleurs au River City qui illustre bien d'ailleurs la voyance pour ceux qui veulent s'y promener. Donc c'est au rez-de-chaussée, j'ai vu ce week-end un artiste thaïlandais. Là, c'est pour tout ce qui concerne les affaires et aussi tout ce qui est d'ordre de la vie privée. On a aussi des médiums spirituels qu'on va appeler les Kon Song Chao. Donc là, ce sont des femmes principalement et elles vont invoquer des esprits de personnages célèbres. Donc des divinités hindoues comme Ganesh, Shiva ou d'anciens rois du Siam. Donc ça peut être Taksin, Narai, Naresuan. Donc c'est pour aussi protéger les personnes qui viennent la consulter, puisqu'elles arrivent à faire l'intermédiaire, à invoquer ces esprits. Donc les personnes viennent la consulter pour avoir de la protection. On a aussi, donc ça on les voit moins, si vous faites les recherches, vous n'en trouverez pas, c'est un peu le monde souterrain, la magie noire. Donc les mo pi, donc les mo c'est le médecin, pi les fantômes, donc le médecin des fantômes. Donc il y a certains chamans qui convoquent les esprits, parfois pour des choses malveillantes. Et il y en a un qui s'est fait condamner justement pour des pratiques occultes du Kumantong dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ce sont toujours des choses qui se pratiquent en Thaïlande. Les fêtes animistes. Donc, il y en a énormément. Là, je vous en ai sélectionné 2, parce que sinon, là, on en aurait jusqu'au bout de la nuit. On l'en retrouve principalement dans le nord de la Thaïlande, donc dans la région de Lisan ou du côté de Chiang Mai. Donc là, il s'agit d'une fête, la fête des fusées. Elle a eu lieu ce week-end, donc vous l'avez loupé, c'est dommage, mais peut-être pour l'année prochaine. Donc, on l'appelle la Bun Bang Phai. Donc, ça signifie offrande de fusées de bambou. Donc, il s'agit de pièces de bambou qui mesurent environ 9 mètres, à l'intérieur desquelles on va glisser entre 20 et 25 kilos de poudre. On va l'installer sur des rampes de lancement et ensuite, elles vont exploser, donc elles vont s'allumer, elles vont exploser dans le ciel, elles vont faire beaucoup de bruit, beaucoup de fumée. Donc les Thaïlandais adorent ça et c'est pour symboliser, pour honorer le dieu de la pluie. Donc Payatan, c'est pour l'honorer. Donc la date, ça correspond à la date du repiquage du riz et donc ça a lieu à Isoton dans l'Isan. Donc il y aura des processions, il va y avoir des danses, des instruments de musique, etc. C'est une fête qui est très festive, justement. Et là, donc, on va terminer en beauté avec la fête des fantômes, donc Pitakon. Donc là, cette représentation, déjà, si vous allez à l'Icon Siam, ils sont énormes, vous ne pouvez pas les louper. Donc c'est vrai qu'on peut se demander qu'est-ce que c'est que ces représentations. C'est pour symboliser cette fête. Cette fête, elle a lieu, vous pourrez y assister, c'est dans un mois. Donc du 23 au 25 juin, pour les plus courageux, les plus téméraires, donc c'est à Daisan dans l'Isan. Donc le but, c'est de rendre hommage à l'esprit de la rivière Moon. Et donc l'origine vient d'un Jataka du Bouddha. Donc le Bouddha, je vous ai dit qu'il avait vécu 548 vies, donc on connaît beaucoup mieux sa dernière vie, mais ces 547 précédentes vies sont consignées dans les Jatakas. Et là, celle du prince Vesantara, donc il incarnait, c'était sa dernière vie avant de vivre celle du Bouddha, du prince Gautama. Donc il incarnait le prince Vesantara. Et donc pour la petite histoire, il s'est retrouvé être en exil parce qu'il était doté d'un don. Justement, il avait cette vertu du don. Il donnait tout ce qu'il avait, dont un éléphant qui faisait pleuvoir, etc. Donc les villageois n'étaient pas très contents qu'il ait un peu trop distribué les richesses et les choses extraordinaires qu'il avait en sa possession. Donc il est parti en exil avec sa femme Madi et ses 2 enfants.
Et là, donc, il a rencontré un ermite, Shushoc, qui lui a demandé de lui faire don de ses 2 enfants. Donc, il a accepté. Et ensuite, donc, il a rencontré aussi une autre divinité qui lui a demandé de faire don de sa femme. Donc, il a accepté aussi. Et là, cette divinité s'est dit, il est extraordinaire. C'est quand même quelqu'un qui est capable de donner ce qu'il a de plus cher. Donc, il faut pouvoir le récompenser, qu'il puisse retourner dans son royaume et retourner à sa place de prince. Et quand il est revenu donc, dans son royaume, tous les villageois l'ont accueilli avec une fête énorme et tous les fantômes de la ville sont venus pour l'accueillir. Donc cette magie, ce mélange de bouddhisme et d'animisme, oui, car donc on voit tous les masques faits avec des noix de coco, des masques de fantômes, un peu terrifiants d'ailleurs, mais avec des jeux, des défilés, des processions, des concours de danse et toujours des skyrockets. Et le dernier jour, donc ça c'est la partie beaucoup plus bouddhiste, tout le monde se rend au temple, au Wat Panchai, où là on assiste aux 13 sermons. Donc, je finis un petit peu sur cette note, ce savant mélange que j'ai essayé de vous expliquer au bout de cette soirée. Donc, je vous remercie sincèrement d'être venus donc, aussi nombreux, pour votre soutien aussi, votre intérêt sur cette thématique. Et voilà la fin de ce beau voyage. Et j'espère que maintenant, vous aurez donc une ouverture d'esprit qui vous permettra d'apprécier, de comprendre un peu mieux la culture de notre pays, de nos hôtes en tous les cas. Donc un immense merci à vous. Merci beaucoup Bérangère pour cette présentation vraiment très intéressante. Je pense que vous partagerez tous cet avis. On va prendre 2 questions. Alors 2 questions, ça paraît peu, mais je vous rassure tout de suite, la discussion peut se prolonger à Café Mademoiselle, donc au rez-de-chaussée. Voilà, vous pourrez discuter et poser toutes vos questions. Donc, est-ce que certaines personnes voudraient poser une question à Bérangère ? Ou alors tout le monde a faim et veut continuer la discussion autour d'un verre de vin au Café Mademoiselle. Est-ce que c'est les fantômes ? Oui, bonjour, Oui. J'avais une question sur la fête des fantômes. Oui, Avant, j'étais en Malaisie d'accord. et il y a une fête qui s'appelle la fête des fantômes affamés qui a lieu en août et qui a lieu dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est et qui est, je crois, importée de Chine. D'accord. Et ça ressemble à peu près à ce que vous décrivez. Est-ce que c'est la même origine ? Est-ce qu'il y a une connexion avec cette fête-là ? Alors, ça, je ne sais pas effectivement ce qui est pratiqué dans les pays voisins, parce que chaque pays a sa propre culture, ses propres croyances. Donc moi, je me suis vraiment attardée et je suis restée sur la Thaïlande. Donc, mais très certainement, parce que en tout cas, si cette fête avait cette origine du Jataka, de Prince Vesantara, donc il y a sûrement, très probablement, ce lien et cette similitude en tout cas. Mais malheureusement, en Malaisie, là, je ne suis pas du tout experte sur ce domaine. Je suis désolée. Merci. J'avais une autre question par rapport au tatouage. Oui. Est-ce qu'on connaît l'origine géographique des tatouages ? Est-ce qu'on peut dire que ça vient d'Asie du Sud-Est ou est-ce que ça viendrait d'une autre région ? Parce que j'ai entendu des pays polynésiens, comme les Samoa par exemple, revendiquer l'origine du tatouage. Eh bien, l'origine du mot tatouage vient du polynésien, donc c'est fort probable que ce soit en Polynésie. Mais là, j'ai parlé vraiment des tatouages sacrés de Thaïlande. Donc, ce n'est pas les tatouages plutôt décoratifs, c'est vraiment le tatouage pour donner un esprit à l'intérieur de la personne qui le reçoit. Et toute cette tradition, ces rituels, donc, typiques de la Thaïlande, des sakyantes en fait. Donc, effectivement, ça vient du polynésien, donc ça vient très probablement de Polynésie. Donc, je crois qu'il y a une autre question.
Il y a une autre question qui est juste devant. J'ai encore cassé la télécommande. Oui, Bérangère, moi je me Oui, demandais Gaëtane. pourquoi on rendait hommage à Maëna, qui est un esprit maléfique en fait. Est-ce qu'on leur rend hommage? Alors, elle n'est pas maléfique parce que, en fait, comme elle avait un amour débordant pour son mari, il y a beaucoup de jeunes personnes qui sont amoureuses aussi, qui veulent lui rendre cet hommage d'un amour infini qu'elle a pu transmettre. Donc, la Saint-Valentin, j'étais effarée de voir le nombre de personnes qui venaient justement l'honorer. Et c'est là où j'ai compris effectivement que c'est aussi, déjà parce qu'elle elle a protégé, voulait protéger son mari, et on vient la remercier en quelque sorte, ou on espère avoir un amour aussi infini avec la personne qu'on aime. D'accord. Question juste devant aussi. Puis après, on continuera au café, on prendra un petit verre tous ensemble. Merci. Oui, on voit parfois au bord des routes ou dans les provinces, ou même je crois à Chonburi, au milieu pas loin de la plage, dans la mer, il y a cette espèce de grande statue géante d'une divinité, on ne sait pas vraiment si c'est un homme ou une femme d'ailleurs, qui est très noire, vraiment noire de peau et avec un gros ventre. Et c'est très particulier. Alors, je ne sais pas si c'est Raoult, donc c'est une divinité de l'éclipse. Peut-être, oui. Donc on le représente. Alors là, comme j'ai pas de photo, c'est un peu compliqué. Et donc c'est un dieu de l'éclipse, effectivement. Donc on lui fait des offrandes. Donc si les offrandes qui l'entourent sont noires, donc que des choses qui sont noires autour de lui, effectivement, il pourrait s'agir de Raoult. D'accord. Donc Je crois qu'il a souvent le bras tendu en avant. Un bras tendu, en général, il a justement la lune dans sa bouche. Ouais. Un bras tendu. Il faudra peut-être me montrer une petite photo là. Je ferai une photo. Je suis un petit peu dans Merci le beaucoup. flou. Merci à vous tous en tout cas. Et puis pour ceux qui veulent continuer une petite discussion,